Bienvenue, willkommen, welcome chez Almendra, le podcast qui interroge et donne des clés pratiques pour réaliser de l'impact positif. Je suis Bernard Lecuivre et avec Merle Baker, nous mettons en lumière les personnes qui œuvrent par leurs idées et leurs actes à améliorer le monde, tout simplement. Nous sommes en octobre 2020, la Belgique sort de la première vague Covid, l'économie est à genoux, on charge alors une personnalité de 30 ans de coordonner le plan national pour la reprise et la résilience au niveau belge, en assurant une collaboration entre la Commission européenne et toutes les entités en Belgique. 7,5 milliards d'euros à gérer, 131 projets, 400 objectifs et un site web où tout le monde peut voir si c'est vert, orange ou rouge. Cette personnalité est maintenant bourgmestre de Charleroi. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Dermine. Thomas, bienvenue chez Almendra Impact. Bonjour Bernard et merci beaucoup pour votre accueil. Avec plaisir. Tout d'abord Thomas, peux-tu nous dire ce qui anime une personne à environ 30 ans à vouloir coordonner un budget de 7,5 milliards entre 7 gouvernements différents et plus tard à vouloir devenir bourgmestre d'une ville de plus de 200 000 habitants au riche passé de transition industrielle comme Charleroi? Ouais, je pense que c'est dans la vie, il y a toujours une part de chance ou de malchance qu'on doit accepter. Moi, j'ai grandi à Charleroi, qui est effectivement une ville qui a été très marquée par ses difficultés sociales, qui a aussi été marquée par des grandes faillites, y compris morales. On se rappelle des affaires de pédophilie autour de Marc Dutroux, mais ce qui provoque aussi un attachement très très fort à ma région natale. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, de vivre dans une famille équilibrée, avec des parents qui avaient eux-mêmes fait des études supérieures, ce qui me place juste par la naissance dans les 3% des gens les plus fortunés dans une société. Mm. Et de commencer une carrière dans le secteur privé qui est plus ou moins aux antipodes du fait de faire de la politique au Parti socialiste. J'ai commencé ma carrière chez McKinsey, j'ai étudié à Harvard pendant quelques années après avoir fait Solvay. Mais j'ai toujours eu ce rêve de contribuer localement à ma région. Il y a une magnifique phrase de Jacques Brel, et il le dit de façon beaucoup plus belle que moi, mais qui dit qu'un homme ou une femme définit l'ensemble de ses rêves avant 20 ans et puis passe le reste de sa vie à essayer d'en réaliser quelques-uns. Et moi, je pense que de contribuer à avoir un impact positif sur ma ville, sur ma région et sur la société en général, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et donc, quand on m'a proposé de prendre les clés d'un projet aussi important que le plan de relance, mais avant ça, des plans de développement industriel à Charleroi, j'ai sauté à pieds joints parce que c'est ça le plus important pour moi, au-delà de gagner de l'argent ou de faire d'autres choses dans la vie. Mais tous les choix sont respectables. C'est juste que ma priorité était là à ce moment-là de la vie. Bien sûr, et justement pour ceux qui ne connaissent pas Charleroi, parce que chez Almendra on a pas mal d'auditeurs français, beaucoup d'Allemands. Charleroi, c'est quoi pour toi et quel est le défi principal alors pour réaliser cet impact justement? Charleroi, c'est une ville moyenne à l'échelle européenne. C'est une ville de 200 000 habitants au sein d'un bassin métropolitain de 600 000 habitants. Et c'est une ville qui est très comparable aux villes de la Ruhr en Allemagne ou des Midlands en Angleterre, comme Newcastle, Manchester. C'est une ville qui a connu un essor assez spectaculaire au 19e et jusqu'en 1950 lié à la sidérurgie, à l'exploitation du charbon, et qui a connu une descente aux enfers avec la désindustrialisation. Et donc, qui aujourd'hui fait face à des enjeux qui sont pas spécifiques à Charleroi. On les retrouve dans ces autres territoires qu'on appelle post-industriels, qui sont liés à des problèmes permanents sur le marché de l'emploi, à des questions d'aménagement urbain, parce qu'on a énormément de friches et de territoires à réhabiliter. Et moi, j'essaye de complètement changer la mentalité dans cette ville et de dire, mais en fait, on n'a pas de problème de chômage et de friches. On a juste, en fait, des gens qui sont disponibles sur le marché du travail. Et c'est plutôt un asset, c'est dans une société où le travail, où la main-d'œuvre disponible se raréfie. Et on a beaucoup d'espace disponible. Et à l'heure où il faut densifier et éviter d'artificialiser du sol, la bonne nouvelle, c'est que chez nous, on a du terrain qui est déjà artificialisé et qui est ouvert à la reconversion. Et justement, on s'intéresse énormément chez Almendra à la priorisation des activités, à mettre son effort au bon endroit. Et donc, bien évidemment, pour gérer une ville comme Charleroi, il y a énormément de demandes, et tu parlais des ressources, où il y en a, mais elles sont limitées. Comment arrive-t-on à prioriser et à valoriser ces séquences priorisées pour réaliser son effort et son impact? Je pense que, premièrement, et c'est le très commun de mon travail au sein du gouvernement fédéral et ici à Charleroi,
c'est qu'on est dans une société où on a tendance à surévaluer l'impact de l'effort individuel, où on pense qu'un seul individu à grand renfort de storytelling est capable de faire une énorme différence. Je néglige pas que ce soit possible, mais il y a quand même des leviers collectifs qui sont beaucoup plus puissants. Par exemple, au niveau du fédéral, je m'occupais des questions de transition avec un plan d'investissement de effectivement plusieurs dizaines de milliards. Et c'est vraiment ça que j'ai réalisé, c'est que on doit aujourd'hui, avec des questions d'enjeux sur la survie de notre espèce humaine, faire une transition, enjeu dont on ne parle plus du tout actuellement dans les médias, ce qui est assez effarant. Ouais. Mais une des raisons, c'est parce qu'on fait reposer la transition sur des leviers individuels. Mieux consommer, mieux voyager, mieux manger. Et donc, on hyper responsabilise les individus, enfin certains individus qui sont conscients, mais on passe complètement à côté du sujet, qui est que c'est un enjeu collectif et qu'on n'arrivera à faire une transition que si on investit massivement, collectivement, donc on dédie des ressources collectives pour faire les investissements qui permettent à toutes les classes sociales, qu'elles soient conscientes ou non conscientes, de vivre mieux dans un monde en transition. Et c'est quoi ces investissements? C'est des investissements dans les systèmes de mobilité partagés pour avoir des vraies solutions de mobilité collective, dans nos systèmes énergétiques pour ne pas culpabiliser celui qui se chauffe au mazout ou qui n'a pas les moyens d'installer des panneaux solaires, mais pour fournir des alternatives peu chères. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit dans l'histoire, on a été capable de faire des grandes transitions. Quand on est passé d'une société agraire à une société industrielle, puis d'une société industrielle basée sur le charbon à une société industrielle basée sur le pétrole et le gaz, on a été capable de faire ces transitions énergétiques, mais on l'a fait seulement avec des grands investissements publics. Et c'est ça un peu aujourd'hui je pense l'ineptie dans laquelle on vit, c'est qu'en fait on essaye de faire reposer ces questions qui par nature sont collectives sur des leviers individuels. Et donc on a une disproportion entre les moyens qui seraient nécessaires et les moyens que les individus sont capables de mettre sur la table. C'était l'idée de NextGen Belgium, un dashboard qui reprendrait toutes les avancées, toutes les progressions de projets à viser impact positif et de les relier pour fournir cette vue un peu corrélée et systémique alors? C'est ça qu'il nous manque? Exactement. Donc moi j'ai effectivement une approche qui est très pragmatique et je retiens de mon expérience dans le secteur privé, notamment dans le conseil en stratégie pour des très grandes multinationales ou des très grandes agences internationales, certains aspects méthodologiques. Et donc effectivement, on a demandé aux différentes entités, la Belgique est un État complexe avec différents niveaux de pouvoir, de nous remonter des projets. Et puis on a réalisé une grande matrice de priorisation sur base de deux critères. Un critère qui est vraiment l'impact, qu'on mesurait sur base de l'abattement de CO2 qui était lié à chaque projet, et une autre dimension qui est l'impact budgétaire. Et puis, ça nous a permis d'isoler les 20 à 25% des projets qui coûtaient le moins cher par rapport au nombre de CO2 qu'ils étaient capables d'abattre. Et c'est ce projet-là qu'on a réalisé, qu'on a entre guillemets mis dans le pipeline d'exécution. Et là-dedans, c'est essentiellement des projets collectifs. Donc c'est des investissements dans l'infrastructure de transport en commun, c'est des investissements dans des réseaux d'énergie, capture de carbone, transport de CO2 vert, développement du photovoltaïque offshore. Et ensuite, on a mis sur pied un site effectivement qui s'appelle NextGen, mais derrière tout ça, toute une méthodologie de suivi pour donner de la transparence sur l'exécution des projets, puisqu'on avait des délais extrêmement serrés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des projets doivent être finis fin 2026, mais on est à plus de 90% d'exécution. Parce que c'est aussi quelque chose qui est très particulier en politique, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont bien, mais systématiquement sont dans le viseur, et c'est logique, toujours les quelques pourcents de projets qui déraillent ou de projets qui sont hors budget. Et donc, ça permettait aussi de donner une vue beaucoup plus exhaustive de l'état d'avancement global des projets et du portefeuille de projets. Et ça a été bien reçu, ça, cette demande de transparence, de clarification, d'avancée, de reporting par rapport aux besoins d'exécution et si on parle en gestion de projet, de livrer son projet par rapport au... Je pense que ça a été extrêmement bien reçu par les partenaires privés parce que ça donne une prévisibilité et une transparence sur l'exécution des projets. Ça donne aussi
une vue à tous les entrepreneurs qui veulent se positionner sur les marchés publics, en fait, de qu'est-ce qui arrive dans le pipeline, qu'est-ce qui peut être réaliste. C'est très apprécié par les citoyens, parce que les citoyens, en fait, souvent suivent l'actualité par la presse, ce qui est tout à fait logique, mais la presse, parce qu'elle a une bande passante limitée, va toujours se concentrer, et c'est logique, c'est son travail, sur là où les projets déraillent. Or là, on donne une vue exhaustive, y compris sur ce qui va bien, qui nécessite pas de faire les gros titres dans la presse, mais qui donne un aperçu global aux citoyens. Ça a été parfois un peu plus compliqué avec mes collègues politiques, parce que évidemment, donner de la transparence, c'est donner du pouvoir aux citoyens, et c'est renforcer ce qu'on appelle en anglais l'accountability, le fait de rendre des comptes. Et donc, c'est jamais facile, surtout si c'est un collègue qui fait le dashboard et qui n'est pas celui qui Voilà, derrière va devoir aller rendre des comptes. exactement. Et avec tout cela, et on a posé la même question à Audrey Hanard, qu'on a reçu aussi chez Almendra, pour justement, face à ces actions individuelles où tu parlais de la prédominance de la responsabilité individuelle par rapport au collectif, qu'est-ce qui manque alors à tout un chacun qui voudrait avoir son levier d'action, son levier d'impact très pratique pour saisir ces connexions, ces inputs systémiques, pour comprendre un peu une cartographie d'impact global, typiquement à partir d'un dashboard comme NextGen Belgium. À côté du narratif, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui? Bah, je vais être extrêmement clair, c'est-à-dire que c'est très bien de faire des dashboards et des matrices, etc. Mais là, on parle de comment exécuter. Et Mm, comment exécuter un programme qui était un programme de 20 milliards d'euros. mm, À l'échelle de la Belgique, si on voulait être crédible dans la durée sur ces engagements de transition, il faudrait mettre 20 fois plus de ressources. Et donc là, on quitte le champ de ce qui est technique, mais on s'engage dans le champ qui est politique. Et donc qui est de véritablement assumer qu'il y a une conflictualité dans la société et que les intérêts de tout le monde ne sont pas convergents sur les objectifs de transition, qu'il y a des lobbies qui défendent ouvertement des positions contre la transition parce que leurs industries sont polluantes, qu'il y a des gens qui sont des apôtres de la transition parce que ils se baladent à pied et ils mangent bio, mais qui sont actionnaires ou directement ou indirectement dans des sociétés industrielles qui sont contre la transition, qu'il y a des questions de fiscalité très très importantes parce qu'on va devoir le financer. Et donc aujourd'hui, on vit dans une société effectivement où il y a un abaissement structurel de la fiscalité sur le monde industriel, notamment sur les grands patrimoines. Or, pour financer la transition, il faudra bien trouver de l'argent quelque part. Et donc derrière ces questions techniques de faire des matrices et des suivis de projets, et tout le monde va trouver ça super, etc. Il faut assumer que derrière la transition, il y a aussi une dynamique de conflit de qui doit payer pour ça. L'expression n'est pas de moi, mais je trouve elle est très très bien. C'est l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. ouais. Tout à fait. Et donc justement, pour aller encore plus loin dans ce comment tu parlais et ça se retrouve en effet partout, hein, en toute organisation de gestion de programme. Qu'est-ce qu'il manque encore pour aller tacler ce lobby, pour aller syndiquer ces parties prenantes? On raconte une histoire, on force, on impose. Est-ce que tu es plutôt sur l'imposition ou justement sur aller Mais tu enlever sais, tous les risques? je profite ici pour un peu te challenger tout ce discours ambiant sur l'impact et je veux optimiser mon impact personnel, etc., etc. C'est qu'en fait, on a oublié que les vrais leviers du changement, ils sont systémiques. Et avoir de l'impact, c'est pas chercher à optimiser dans un cadre donné, mais c'est changer le cadre. Et donc, avoir de l'impact, c'est militer. Avoir de l'impact, c'est participer à des manifestations, faire pression sur des lobbies, sur le gouvernement, c'est faire en sorte de s'interroger sur pourquoi les sujets de transition ont complètement été éclipsés de l'agenda politique. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on préfère parler du nombre de kebabs qu'il y a en France et de la désignation du prochain administrateur de la RTBF, c'est des sujets très belges, plutôt que de parler de transition. Et ça, c'est avoir de l'impact, mais c'est quelque part
se réapproprier les moyens collectifs. Il n'y a jamais eu de changement dans la société si c'est pas des changements qui ont été organisés de façon structurelle, y compris en assumant qu'il y a un rapport de force qui doit s'organiser. Et aujourd'hui, on est très dans une ère de comment je peux optimiser mon impact personnel au sein d'un cadre qui est donné. Mais ce sera jamais aussi efficace. Je veux dire, si ma réflexion, c'est de se dire comment je peux optimiser l'impact de mon plan avec 20 milliards, c'est très bien. Et je peux le rendre 20 ou 30% plus efficace si je fais un meilleur design de projet, une meilleure sélection de projet, un meilleur suivi de projet. Mais ce sera toujours insuffisant par rapport à ce qui est nécessaire pour réaliser un changement à l'échelle systémique et qui nécessite 10 ou 20 fois plus de ressources. Et je dis pas ça parce que oui, j'assume que je suis un mandataire politique sociodémocrate centre-gauche, mais si vous lisez le rapport de Mario Draghi sur la compétitivité européenne et la transition, il est exactement dans ces ampleurs de montants qui doivent être mobilisés par des ressources collectives. On doit s'interroger sur l'efficacité de la dépense publique, faire les bons investissements, etc. Mais on doit engager beaucoup plus de ressources sur les enjeux de transition, qui sont en plus dans un cadre géopolitique comme c'est aujourd'hui avec Trump, directement corrélés à des enjeux stratégiques d'autonomie. C'est ça l'enjeu de notre génération. Et c'est un pont parfait. Je reviens à ta dénomination de Charleroi, ville moyenne européenne, qui aurait alors un rôle énorme à jouer justement dans une autonomie plus grande par rapport au contexte international aussi. Zoran Mamdani, donc le maire de New York, a commencé à pousser son New York Privacy Act, ce qui pourrait s'approcher de notre souveraineté numérique. Et par là, s'affranchir de la tutelle des MAGAFAM et autres. Comment tu vois Charleroi comme un levier d'autonomie et justement de mise en commun d'une collectivité pour apporter alors un impact systémique? Je pense que les villes sont des excellents laboratoires. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit une montée des populismes essentiellement de droite un peu partout en Occident, que ce soit aux États-Unis avec Trump, mais que ce soit aussi dans nos démocraties européennes, en France et ailleurs, où le Front National, la AfD en Allemagne, qui est très très forte, au niveau national, mais on voit que les villes restent des bastions de progressisme. C'est vrai à New York, c'est vrai à Rome, c'est vrai à Paris, c'est vrai à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau local, vous pouvez pas mentir. Vous pouvez pas mentir parce que c'est impossible d'embobiner les citoyens sur des doctrines loin de leur vie quotidienne. Parce qu'il faut des policiers dans les rues, parce que quand il y a un incendie, s'il n'y a pas de pompiers, on vous voit directement, parce que si les collectes de déchets sont pas organisées, que ça pue, vous survivez pas 48 heures. Et donc, il faut une certaine dose de pragmatisme. Mais une certaine dose de pragmatisme qui s'exprime aussi dans les politiques environnementales. Par exemple, ici, Charleroi, qui est une ville, je dirais, qui a des réelles difficultés sociales, tout le débat, parfois complètement hors sol, porté par les partis écologistes sur la mobilité, sur l'alimentation, etc., sont perçus comme complètement déconnectés. Parce que quand l'enjeu, c'est de finir le mois et de nourrir vos gosses, savoir si les concombres sont bio, c'est relativement secondaire. Et je le dis sans caricature, parce que c'est la réalité. Et je pense qu'il y a moyen de combiner les deux, mais c'est des réalités perçues. Et donc oui, les villes sont des bons laboratoires, à la fois parce que vous êtes obligé de délivrer, deux, parce que vous êtes en permanence confronté à la réalité des citoyens. En matière industrielle, c'est très vrai aussi. Ici, à Charleroi, on a encore beaucoup d'activités dans la sidérurgie, qui restent compliquées, mais ou potentiellement, ou dans le verre aussi, dans l'armement, dans l'aéronautique, potentiellement, c'est des industries qui, si l'Europe se dépêche, vont redevenir stratégiques. Et si on arrive à se protéger de façon intelligente par rapport à l'international, au vol d'IP par les Chinois, au fait qu'on se fait violer par les Américains parce qu'on peut plus leur exporter d'acier, mais l'inverse, c'est pas vrai. Potentiellement, il y a un potentiel important. Mais il faut aller vite. Parce que là, encore les dernières semaines, on a des aciéries qui ferment, des lignes de production qui ferment. Et une fois que ces investissements ne sont plus exploités, que l'expertise se perd, c'est pour toujours.
On parle de blocage, tu parles de contraintes, de lenteur, de complexité, de lobby. Comment on reste optimiste avec ça? Je reste optimiste parce que l'optimisme est de volonté, je pense. Et oui, c'est extrêmement complexe, mais il y a cette phrase magnifique en anglais, bon la traduction en français est un peu foireuse, mais qui dit «Change is slow except when it's fast». Le changement est lent, sauf quand c'est rapide. Et c'est vrai que on voit il y a la phrase qui dit la même chose de Lénine, qui dit: «Il y a parfois des décennies où il se passe rien et des jours où il se passe des décennies». Et on a l'impression que là, on vit dans un moment de bascule, un peu dans une période d'avant-guerre où en fait, ce qui peut ressortir peut être fabuleux parce qu'on va prendre en compte nos dépendances, remettre le débat démocratique, réorganiser le débat démocratique en prenant en compte les nouvelles plateformes technologiques, etc. Il y a beaucoup de Mais il y a polarisation aussi une en réalité. possibilité que ça bascule, en guerre non maîtrisée, etc. Et donc oui, il faut rester optimiste parce que je pense que le pessimisme ne sert à rien, mais c'est vrai que je suis fondamentalement inquiet. Et alors, je vais un peu pousser ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je pense on l'est tous, hein, c'est un peu la température ambiante, justement, avec ce pourcentage d'optimisme peut-être, mais cette inquiétude ambiante. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, je pense qu'on a une responsabilité en fonction de ses talents, d'être un porte-voix, que ce soit et là, le narratif autour de l'impact est positif. C'est-à-dire que ce soit à travers le monde associatif, que ce soit en tant qu'entrepreneur, etc., de monter des projets, de pas se refermer dans la peur et l'inquiétude peuvent être paralysantes. Je pense qu'il faut tout sauf être paralysé. Il faut aujourd'hui se rendre compte qu'il est effectivement minuit-1, que notre démocratie sont assiégées. Et donc il faut individuellement s'investir dans des projets, mais il faut aussi collectivement se rendre compte qu'on doit réacquérir des postures militantes. Et que si on ne fait rien et que on a une démocratie qui s'écroule dans quelques mois, on sera complice. Nos enfants nous jugeront comme complices. Et moi, je me bouge aussi pour pouvoir dire à mes enfants et mes petits-enfants que si jamais ça va mal, ce que j'exclus pas, mais je m'étais mis en première ligne pour bouger. Et regardons aujourd'hui avec quelle sévérité on juge nos grands-parents et à quel point dans beaucoup de familles en Belgique, on est extrêmement fiers de ses grands-parents parce qu'ils ont alerté, parce qu'ils ont résisté, parce qu'ils ont participé dans le domaine associatif ou peu importe d'une façon ou d'une autre à maintenir des valeurs justes au sein de la société. Et à quel point dans d'autres familles, ces questions sont des tabous parce qu'on a été plus ou moins collaborants avec ce qui se passe. Et aujourd'hui, moi je le dis sans embâche, mais quand on voit, enfin la ligne politique se déplace à une vitesse de dingue. Je veux dire, on critique les étrangers quels qu'ils soient, on critique les médias de service public, et donc on a peu à peu nos barrières démocratiques qui s'affaiblissent. Et le pire, ne rien dire, c'est être complice. Mmh, tout à fait d'accord. Merci pour ça. Justement, tu dans toutes tes interventions, et là j'ai une question sur l'humain, Thomas Derming, tu as un côté assez direct, sans embâche, comme tu dis, parfois cash, parfois drôle, souvent iconoclaste. Ça fait partie de toi ou est-ce que on peut dire que c'est aussi une stratégie pour résister à la pression et mettre du jeu efficace dans tes interventions? Moi, je suis de formation le prototype enfin, je veux dire, j'ai fait 12 années à l'université en politique publique, donc je suis capable d'avoir un langage extrêmement technocrate en mettant toutes les barrières pour que ma recommandation ou mon langage soit statistiquement significatif, en prenant en compte les effets retour ou les effets de bord potentiels, etc. Mais il y a une différence fondamentale entre
la politique dans le vrai monde et l'étude des politiques publiques. D'ailleurs, en anglais, il y a une différence entre le mot policy et le mot politics. Et donc, voilà, moi je sais parler les deux langages, mais ce que je remarque et ma pratique au quotidien près des citoyens montre qu'il faut pouvoir dire les choses le plus clairement possible, sans faire des raccourcis, en essayant de minimiser, en gardant une forme de nuance dans la simplicité du langage. Mais on ne doit pas laisser le champ de la simplicité du langage aux ennemis de la démocratie. Et j'observe que ce soit à gauche comme au centre droite, parfois on a eu des élites intellectuelles qui ont trop discuté entre elles. Deux questions qui sont certes valides, mais qui ont éloigné le débat public des citoyens. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se réemparer de ces questions-là. Les réseaux sociaux sont des outils de manipulation puissants, notamment quand on pouvait sponsoriser des posts. Heureusement, on ne peut plus le faire aujourd'hui, mais sont aussi des outils de réappropriation du débat public. Et je pense que dans la société, on vit tous avec des filtres énormes. C'est-à-dire qu'on ne fréquente que des gens qui nous ressemblent d'un point de vue sociologique, qui nous ressemblent d'un point de vue du niveau d'enseignement, de la localisation géographique. Je veux dire, si vous êtes bac+5 et que vous habitez à Bruxelles et que vous êtes plutôt classe supérieure, dans vos amis, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais vos amis vont vous ressembler. Les réseaux sociaux amplifient ça parce que vous êtes exposé à des gens qui vous ressemblent. Ce que j'adore vraiment dans mon métier d'homme politique, c'est que vous pouvez commencer votre journée à faire un briefing à des chefs d'entreprise le matin, puis vous finissez votre journée avec des pensionnés ou des demandeurs d'emploi ou des sans-abri. Et donc ça vous force à faire ces allers-retours permanents dans la société et donc à parler plusieurs langages et à se rendre compte qu'en fait ce qui paralyse la société aujourd'hui, c'est que fondamentalement tout le monde a une bonne perspective. Moi je crois pas qu'il y ait des gens qui soient fondamentalement, à part quelques-uns, mal intentionnés. Tout le monde veut améliorer la société. Enfin, l'énorme majorité des gens veulent améliorer la société. Mais on l'améliore à partir du prisme qui est le sien et de l'exposition des gens qu'on rencontre. Et donc, on n'a aucune idée des contraintes. Meilleur exemple, c'est la réforme du chômage actuelle. C'est que moi, je comprends mes copains chefs d'entreprise qui habitent dans des environnements plus ou moins privilégiés et qui disent tiens, mais c'est inacceptable dans une société qu'il y en ait qui se tournent les pouces chez eux alors que nous, on crève pour avoir des gens qui viennent travailler chez nous. Mais honnêtement, si tu passes 2 jours à Charleroi et que tu vois les profils des gens qui sont des sans-emploi de longue durée, c'est pas du tout les profils qui sont recherchés par les entreprises. Et donc, ça va prendre beaucoup plus de temps pour les mettre à l'emploi. Et le vrai risque de se retrouver en dehors du chômage, c'est que oui, en fait, un Belge sur 2 vit avec moins de 100 € d'épargne à la fin du mois. Et donc, toutes des petites coupes de quelques dizaines d'euros par-ci par-là, des allocations qui diminuent, des prix qui augmentent, la TVA qui augmente, etc., fait qu'il y a un vrai risque de bascule dans la précarité. Et donc, c'est ça qui est vraiment passionnant dans mon rôle en politique, c'est que tu reconnectes des mondes, en fait, et tu essaies de créer une forme d'empathie, en fait, entre des personnes qui, individuellement, sont de bonnes intentions, mais qui perçoivent pas le monde à travers le même angle. Oui, c'est intéressant ça. Et ce que tu viens de dire, et après on va regarder l'heure aussi. Tu nous as donné 30 minutes, on va essayer de les respecter. Ça fait penser aussi à ces chiffres qui montrent que il y a de moins en moins d'espaces publics qui sont disponibles. La disparition des bars tabac en France, par exemple. Finalement, il y a ces bulles de conversation disparates et multiculturelles, qui disparaissent pour se concentrer uniquement alors sur les réseaux sociaux et en ligne, où là, derrière mon écran, on est beaucoup plus libre d'exprimer ce qu'on veut, et donc on perd peut-être cette humanité, comme tu disais. Donc ça, c'est Oui, mais c'est vrai que je veux dire les bars tabac, les cinémas, les centres culturels, en fait tous les lieux qui sont des lieux d'échange, même les magasins physiques. Je pense que la technologie c'est des outils absolument formidables qui aura pas de retour en arrière. Donc le débat là est stérile, mais force est de constater que c'est ça, toutes les technologies, enfin beaucoup de technologies nous isolent profondément. Je veux dire, on reste le cul dans son canapé à enchaîner des Netflix alors qu'avant on allait au cinéma. On fréquente plus les bistrots pour aller jouer à la belote avec ses copains parce qu'on fait d'autres choses. Je veux dire, même la sexualité, le dating sont dans des carcans beaucoup plus virtuels. Et donc oui, il y a un vrai risque d'isolement, d'hyper-individualisme. Et je pense que c'est ça aussi
qui donne beaucoup plus de pouvoir à certains parce qu'il y a moins de mobilisation collective. Donc aujourd'hui, on peut regretter le passé, mais on reviendra jamais à ces formes de sociabilité passées parce que tous collectivement, on adopte ces technologies parce qu'elles sont confortables. Ouais. Mais plus la question, c'est comment on recrée du commun dans un monde numérique. Ça c'est l'enjeu pour moi numéro 1 sur lequel on doit se pencher. Bon, parfait aussi. À notre toute petite échelle, on essaie de mettre les gens ensemble autour de la musique. On adore la musique aussi chez Almendra. On rassemble tous les morceaux favoris de nos personnalités qui viennent chez Almendra. On les met sur une playlist. Alors, on essaie de changer de Spotify, comme ça pour être plus éthique aussi. Voilà, comme ça on le dit aussi. Et en attendant, on voudrait entendre, Thomas, ton morceau favori qui, dans toutes les activités que tu fais, qui te donne la pêche, qui te redonne de l'énergie. Est-ce que tu as un morceau à nous partager? Je suis très cyclique, donc j'ai pas vraiment un morceau qui me guide à travers les âges. Si je peux ne pas répondre à ta question et t'en donner 2. Avec plaisir. Moi, j'écoute beaucoup de rap à texte. Je trouve qu'il y a vraiment des auteurs qui sont vraiment les poètes des temps modernes et qui décrivent y compris des sujets qu'on a discutés aujourd'hui sur ces questions d'intégration, de collectif, etc. Orelsan est le plus connu, mais tu as Kerry James que j'aime beaucoup, Oxmo Puccino. Oui. Pour le moment, j'écoute beaucoup et je vais les citer eux parce qu'ils ont besoin d'être soutenus parce qu'ils se lancent. C'est 2 gars qui s'appellent Fellure et Andro. Okay. Donc, je te donnerai les références après. C'est un prof de philo français avec un champion de France de beatbox et ils font des textes qui sont vraiment très puissants. Ils ont commencé par reprendre en fait les grands classiques de la poésie française, donc Apollinaire, Baudelaire, Hugo, et en mettant ces textes classiques avec des instrus de rap moderne et en les rappant. C'est bluffant parce que tu peux écouter du Apollinaire ou du Hugo et en fait tu ne perçois même pas que c'est un texte classique tellement l'instru est moderne et puis tu redécouvres le texte, c'est assez super. Donc là je t'enverrai quelques références et ma chanson préférée de eux pour le moment, c'est une chanson qui s'appelle Bourgeoisie. OK. Le deuxième artiste, parce que ça c'est vraiment la chanson qui me donne la pêche pour le moment, c'est la reprise de Zao de Sagazan de Modern Love. Oui, génial. Ouais. Je trouve que souvent dans une reprise, il y a un risque de gâcher l'original, mais ici je trouve que Zao de Sagazan l'a vraiment sublimé et ça donne. Tu as vu la prestation à Cannes? Ouais, c'est incroyable. Il refait ça, c'était génial ça. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai. Donc voilà. Rien d'envie à Bowie à ce moment-là. Cool. Merci, génial. Eh ben on va les ajouter à la playlist et avec les bonnes références. Génial. Merci beaucoup. Ouais. Avec grand plaisir. Thomas, pour cette conversation honnête et transparente et les réflexions sur la réalisation d'impact. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Thomas Dermine dans les notes de l'épisode et suivre les transformations positives en chemin. Suivez également Almendra sur vos plateformes préférées et sur le site web almendra-impact.eu. Retrouvez également tous les morceaux de musique de nos personnalités sur la playlist Almendra. Partagez vos réflexions et l'épisode. En tout grand merci. Merci à toi et bonne suite en tout cas. Ciao Bernard, au revoir. On se tient au courant. Salut. Merci beaucoup.